Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais qu'on a plongé avec Ingrid Bayeux dans cette réflexion sur notre héritage autour de la naissance, du maternage, puis de la manière dont on s'occupe de nos bébés aujourd'hui. Alors on a parlé d'histoire, on a parlé de transmission, de tout ce que on porte encore sans même s'en rendre compte finalement, et surtout de ce décalage tellement important entre les besoins réels des bébés et ce qu'on nous a appris à faire. Alors aujourd'hui, on va aller encore un peu plus loin. Donc, c'est la suite de la conversation que j'ai eue avec elle. Parce que dans cette deuxième partie, Ingrid, elle va nous partager des clés concrètes pour comprendre les besoins de nos bébés, des repères pour sortir justement de cette confusion et puis une autre manière de regarder nos nouveau-nés. On va parler de la continuité sensorielle, d'observation, de rythme, puis surtout on va remettre du sens sur des choses que beaucoup de parents vivent aujourd'hui sans comprendre. Et tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses. Parce que à partir du moment où on comprend, en fait, le bébé devient beaucoup plus lisible, en fait. La relation devient beaucoup plus fluide. Et puis surtout, on comprend mieux, on respire mieux, on le vit mieux, tout simplement. Alors si aujourd'hui tu te sens parfois perdu, si tu te poses 1000 questions sur ton bébé, sur ton allaitement, peut-être sur son sommeil, je pense que cet épisode va vraiment t'apporter les clés précieuses. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, eh bien je t'invite à le faire peut-être avant d'écouter cette partie. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Bref, et alors là je parle de toutes ces orphelinats, mais dans la deuxième partie du livre, je parle des grandes clés pour comprendre le bébé et sortir de cette périculture. Et la première clé, comme tu l'as cité, c'est les besoins de continuité sensorielle transnatale. Et là j'ai repris une expression parce que je la trouve excellente, qui vient des soins du développement. C'est pas moi qui ai écrit cette expression-là, on me l'a attribuée, non, ça vient des soins du développement, que je trouve un cursus scientifique extraordinaire, hein, il faut lire la brique, là, magnifique. Et le tout premier besoin d'un bébé mammifère, terrestre en tout cas, c'est la continuité sensorielle transnatale. Il naît, il recherche le corps maternel. Pourquoi? Parce que c'est mou, c'est rond, c'est chaud, ça a des odeurs proches du liquide amniotique, puisque c'est le même organisme, et il va vers la zone de la mamelle qui est particulièrement chaude. Même chose pour nos seins, hein, puisqu'une fois que la délivrance est là, l'hypervolémie gravidique résiduelle qui reste après le décollement placentaire, hein, puisque toute femme a une hypervolémie, hein, augmente son nombre de litres de sang. Si tu veux, il augmente d'1,5 litre. On perd 300 à 500 millilitres au moment du décollement du placenta, il reste une hypervolémie. Ouais, d'accord. Et donc, comme cette hypervolémie était là pour nourrir l'utérus, le placenta et le bébé, le bébé et le placenta sont sortis, l'utérus est contracté sur lui-même, il faut bien que ça aille quelque part, ça va dans tout le corps et avec une priorité pour les seins ou la mamelle dans les autres espèces. Donc, tu as un endroit du corps féminin ou femelle qui est particulièrement chaud. On dit que la température est plus chaude à cet endroit-là, et donc quand on met nos bébés sur notre poitrine, ils restent bien au chaud. Exactement. En plus, au chaud, il y a l'humidité. Donc, ils vont respirer un air chaud et humide, donc déperdition calorique minimum et déperdition hydrique minimum. Puisque la respiration est un des premiers grands facteurs d'ajustement du pourcentage d'eau du bébé, qui est encore un organisme aquatique. Donc, il naît avec plus de liquide interstitiel entre ses cellules que nous. D'accord. Alors, si sa maman était surperfusée, ça sera encore plus. Ça va être encore plus. Oui, ça va être encore plus. Il va perdre encore plus de poids. Mais bref, on va faire une chose à la fois. Donc, premier besoin, continuité sensorielle, attirance pour le corps maternel. Et attirance pour la zone des mamelles ou du sein. Et comme tout bébé mammifère fait des expériences de lapé pour les mammifères ou de rapprochement main-bouche et d'ouverture de bouche et de déglutition du liquide amniotique, il va rechercher les sensations, un maximum de sensations de la vie intra-utérine
y compris la succion déglutition au sein. Et donc, tout bébé mammifère doit transposer sur la mamelle ou le sein les expériences et les compétences de succion déglutition développées en intra-utérin. Donc, c'est vraiment, au départ, se nourrir au sein, enfin, ça, c'est les mots que nous mettons. Pour un bébé, c'est une recherche de continuité sensorielle. Au tout début, le bébé il ne vient pas au sein parce qu'il a faim, en fait. Non, non. Il recherche des sensations, Oui. il cherche de la réassurance. Oui. Et finalement aussi, c'est guidé au niveau des odeurs, etc. Donc ça. le bébé va monter, puis ça va C'est aider ça. aussi à la délivrance si jamais le placenta n'était pas encore venu. Exactement. Les choses sont bien faites, en fait. C'est super bien fait. L'intelligence de la vie, elle est magnifique si on la laisse se vivre, Exact. tu vois, si on lui donne toutes ses chances. C'est vraiment ça. Hein? Alors, oui, c'est ça. Ben oui, on sait bien que quand le bébé est sur sa mère, elle va plus facilement contracter, elle va... le décollement va se faire plus rapidement, elle va expulser son placenta, et donc elle va maintenir une certaine hypervolémie qui va alors se diminuer tout doucement, et éviter l'anémie. Toutes ces femmes qui saignent beaucoup trop, elles sont anémiques, et après ça on dit « Ah, le postpartum c'est de la dépression, c'est de l'épuisement et tout ». Commençons par pas les rendre anémiques. Quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'est la même chose pour le bébé, quoi. C'est pas urgent de couper le cordon. Hein, on peut lui laisser profiter de toute sa masse de volume placentaire et enfin pas tout, mais enfin la plus grande partie. Et dans toutes les espèces animales, moi j'ai vu des femelles chiennes accoucher. Hein, on voit que le cordon collapse et puis elles croquent le cordon. Tu vois, voilà. Et alors la notion de colonisation par la flore vaginale, moi les petits chiens, les petits chiens, les petits chats hein, que j'ai vus, ils naissent dans leur poche des os. Hein. C'est la femelle qui casse la poche des os et puis qui lèche le museau jusqu'à ce qu'ils aient le réflexe de respirer. Et après, elle les lave, elle les lèche. Elle les lèche pour les sécher en partie, tu vois. Donc c'est intéressant d'avoir vu des mammifères naître parce que ça permet de faire des liens parce que, tu sais, comme je te dis, l'intelligence de la vie ne réinvente pas le fonctionnement de chaque nouvelle espèce, quoi. Tout ce qui marche chez les précédents, on récupère et on utilise, quoi. Oui, mais nous, on pense qu'on doit rompre la poche. Oui, si on rompt pas la poche, le bébé ne sort pas. Enfin, oui, c'est ça. C'est quand même problématique. Oui. Il y a des poches solides qui retiennent le bébé. Hein, oui. Quand tu vois qu'il fait des allers-retours, là, bon. Mais quand on pense que toutes les poches doivent être rompues, voilà. On a fait vite le tour aussi. Donc, je reviens à cette moment. Donc, ce bébé qui a comme premier besoin continuité sensorielle transnatale va se diriger vers la zone des mamelles puisque c'est rond, c'est mou, c'est chaud, ça sent maman, je peux t'aider déglutir. Et il va transposer sur le sein les compétences acquises en intra-utérin. Puisqu'on voit très bien, tu sais, au fur et à mesure que la grossesse se déroule, quand on a la chance de faire une échographie en sagittal, on voit bien les mouvements, rapprochement du bébé, et on voit même des fois le bébé déglutir. Hein. Ah oui, moi j'ai une super vidéo pour montrer ça au cours, c'est vraiment chouette. Et on sait aussi que les salves de succion déglutition, quand tu vois la vitesse à laquelle il avale, là, tu te dis, il n'y a pas un pois chiche de l'autre côté. C'est ce que j'allais dire. Non. C'est pas une petite gorgée toutes les 3 minutes et demie, hein. C'est des grosses salves de succion. Surtout quand il aime bien ce que sa maman a mangé et que le liquide amniotique a un bon goût, là. C'est ça, oui. Il se fait des belles tétées de liquide amniotique facilement, oui. C'est ça, voilà. Hein, donc ça, c'est la première clé. Et moi, je commence toutes mes informations prénatales par ça. Que pensez-vous votre bébé perçoit en intra-utérin? Et je fais, qu'est-ce qu'il peut voir? Ah, il n'y a pas grand-chose, d'accord. Qu'est-ce qu'il peut toucher? Est-ce qu'il peut être touché? Est-ce qu'il sent vos mouvements? Qu'est-ce qu'il peut entendre? Et je fais parler les parents là-dessus. J'écris au tableau. C'est quand je suis en présentiel, j'écris par Zoom, je remplis la diapo. Hein? Et après ça, je montre tous des bébés qui sont en proximité, en continuité sensorielle, sur leur papa, sur leur maman, en contact peau à peau, dans les bras, en promenade. Tu vois, toutes sortes d'images comme ça, et je fais parler les parents. Et comme il n'y a pas d'allaitement, pas tout de suite, d'abord parler du premier besoin. Et là, les pères réalisent qu'en fait, ils peuvent répondre aux premiers besoins de leur bébé, qui est ce besoin de continuité sensorielle transnatale. Et les mères aussi, celles qui veulent donner le biberon, celles qui sont décidées à allaiter, celles qui hésitent encore, celles qui veulent faire du tir-allaitement, enfin, bref, celles qui veulent faire du tir-allaitement pour que le papa participe, mais se rendent compte qu'en fait, ils sont à égalité devant le premier besoin du bébé. Et le père trouve sa place avant que je ne parle d'allaitement. Parce que je montre beaucoup de photos de papa. Et quand je suis en présentiel, je demande à chacun de tirer une photo qui leur parle et de dire que retrouve votre bébé à ce moment-là. Tu vois? Merveilleux. C'est chouette, hein? Ouais. Alors, donc ça, c'est la première clé. La première clé. Deuxième clé, cette proximité avec le bébé va permettre d'observer les signaux. Un bébé qui se réveille va mettre des signaux. Il s'étire, il bâille, il vous regarde les yeux, il cherche autour. Allez-y, captez son regard, parlez-lui. Attendez pas qu'il pleure. Mais comme il est en proximité, on capte ça rapidement. On capte ça rapidement, exactement.
Hein. Alors, il y a ça. Et puis, on va observer les signes qu'il faisait quand il était en intra-utérin, quand il allait se mettre à téter. Donc, dès qu'on observe les comportements, je suis prêt à téter, c'est-à-dire je rapproche les mains de la bouche, j'ouvre la bouche, je cherche quelque chose, rapprochez-le du sein. Ah, mais on n'est pas sûr qu'il a vraiment faim parce qu'il pleure pas. Pourquoi voulez-vous attendre? Vous avez une lactation à démarrer. Observez les signaux. Et j'évite ne pas dire signaux de faim parce que le mot faim chez nous est synonyme de famine, de malnutrition, de détresse et tout. Et c'est ça qui fait que les parents confondent allaitement à la demande avec allaitement en pleurs. Hein. C'est observer les signaux, je suis prêt à téter, allez-y. Démarrer la Dès que tétée, le bébé quoi. montre qu'il est prêt. Qu'il est prêt. Et voilà. des fois, il a encore les yeux fermés qu'il est prêt. Oui, c'est ça. Tu vois, quand on dit signe de faim, on rentre dans toutes les peurs. Il va manquer. Ouais. Quand on dit observation des signes prêts à téter, on est dans l'observation d'une compétence du bébé. Et ça change tout. Parce que la notion de compétence du nouveau-né, ça pouvait pas émerger dans les orphelinats, tu penses bien. Mais non, il y a bien trop d'enfants. C'est pas possible. Hein, d'accord. Donc, non, et puis on n'y faisait pas attention. Alors, donc, première clé, donc, continuité sensorielle. Papa, maman à égalité. Maman qui donne le biberon a besoin d'entendre ça. Deuxième clé, observation des signaux qui concernent aussi les bébés au biberon. Bien sûr. Plutôt que de le mettre, on va observer qu'il est prêt à téter et on va pas forcer de finir le biberon. Hein, et troisième clé, mémorisation. Hein, alors, j'ai utilisé le mot mémorisation parce que c'est celui qui parle le plus, mais c'est pas mémoriser son cours de maths ou d'histoire. Hein. C'est pas la mémorisation cognitive, c'est des connexions neurologiques qui se font suite à une expérience où il va associer des contextes, des odeurs, des sensations avec un plaisir. Tu vois, ou un déplaisir, parce que il peut faire des liens, il peut faire dans un des sens liens comme dans entre toutes sortes de choses. Alors, donc, si les tétées se passent suffisamment bien, les premières tétées, le bébé mémorise ça pendant son sommeil. On sait qu'il y a une forme de mémorisation durant le sommeil agité, c'est les connexions neurologiques. Hein. Et donc, au fur et à mesure qu'il répète l'expression, il sait de mieux en mieux ce qu'il cherche. Et c'est comme ça qu'il passe à l'allaitement à la demande. Tu vois, alors que le mot allaitement à la demande est un terme très vaste qui s'applique dès le nouveau-né. Mais non, il faut bien formuler. Quand il est nouveau-né, c'est l'allaitement aussi qui montre qu'il est prêt à téter puisqu'il vient de sortir de l'utérus. Ce qu'il cherche, c'est la continuité sensorielle. Ce qui va créer l'attirance pour les seins. Puisque la zone aréole-mamelon diffuse, les glandes à sébum de la zone aréole-mamelon diffusent des odeurs qui sont l'expression du corps maternel. Donc c'est proche du liquide amniotique. Ouais. Et dit, ah, et alors moi ça me fait toujours rire quand je vois des nouveau-nés, tu sais, qui viennent de naître, parce qu'il y a eu pas mal de nouveau-nés dans ma famille, évidemment, proche, parce que mes enfants ont l'âge d'avoir des bébés, et enfin maintenant, ça se passe un peu, ils viennent grands, là, mais on les voit, tu sais, ils sont là comme ça, mais purée, il est passé où pour le liquide amniotique, quoi, tu vois, ils sont comme ça, puis on les rapproche du sein, et je sais pas si toi, tu vois des nouveau-nés, qui viennent de brut de décoffrage, tout à fait. mais tu vois qu'ils mettent leurs mains devant leur bouche encore. On doit leur écarter les mains pour qu'ils trouvent la zone aréole-mamelon. Ça, souvent, les parents disent, hein, mais c'est pas là, c'est pas là. Je dis, mais en fait, pendant des mois, il a tété ses doigts. Oui, c'est ça. Et pendant qu'il tétait ses doigts, il avalait du liquide. Donc, en fait, il faut qu'il comprenne maintenant que. C'est ça. Il faut qu'il aille au sein pour avoir le lait. C'est ça. Mais tu as remarqué qu'au bout de 2-3 jours, c'est fini, ils vont tout de suite au sein. Oui, bon, des fois un peu plus, mais oui, c'est vrai. Mais ça veut dire que la mémorisation, en fait, permet l'anticipation et la participation. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça permet au bébé de mieux en mieux connaître son environnement, de savoir à quoi s'attendre, d'anticiper. Et par exemple, ils anticipent tellement bien que quand ils ont enregistré un truc qui leur plaît pas, par exemple le changement de couche où on le soulève là, juste après avoir mangé souvent. C'est très inconfortable. Une semaine après ou 2 semaines après, on rentre dans la salle de bain. Ils pleurent déjà. On les met sur la chambre, ils se mettent à s'agiter. Ils n'aiment pas qu'on change sa couche. Non, ils n'aiment pas que tu tires sur ses pieds. Tu vois, c'est une sensation extrêmement inconfortable. Tu vois, donc ça, c'est deuxième clé. Donc, première clé, continuité. Deuxième, observation des signaux et réponse parentale rapide. Troisième clé, mémorisation qui permet l'anticipation et la participation du bébé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va pouvoir assimiler un monde de plus en plus vaste. Dans 2 ans, il parle et il marche. Il va chez la nounou, il connaît ses grands-parents. Tu vois, c'est extraordinaire. La rapidité avec laquelle ce cerveau se construit. Les connexions neurologiques se font, mais c'est des millions par jour, quoi. Tu vois, et ça, c'est en lien avec ses expériences, mais également avec la couleur affective de ses expériences. Donc, il va mémoriser que telle expérience, c'est associé à de l'affectivité. Et donc, c'est ça qu'ils aiment tellement aller au sein, c'est qu'ils vont mémoriser quelque chose de vraiment chouette. D'où les précautions à prendre au biberon, par exemple. Pour que, si une maman choisit de donner au biberon, de pas que ça aille trop vite. Qu'il ait le temps d'avoir une certaine durée au biberon, qu'il ait le plaisir de téter au biberon, non au biberon horizontal, ou qu'il avale pas trop vite. Et câlin, un bébé au biberon, il est cajolé en même temps.
Hein, alors, c'est évident pour la plupart des mamans hein, que c'est un temps social, puisque la satiété équilibrée a trois piliers. C'est une satiété, évidemment, une certaine quantité dans l'estomac, il faut qu'il grandisse, hein, mais c'est aussi une satiété sociale, c'est un lien. Hein, et une satiété sensorielle, le plaisir de téter, de déglutir, puis des goûts, puis plus tard, quand il va diversifier, des textures, des variétés, etc. Hein. Et donc, au biberon, il faut faire attention parce que la réplétion peut être trop vite acquise. Donc, vraiment bien miser sur le social et sur le sensoriel, pas rentrer une tétine. Juste stimuler de la même manière oui, que pour le sein. C'est ça, voilà, inviter à aller au sein. C'est le bébé qui prend la tétine. C'est pas la tétine qui lui rentre dans la dedans. bouche, oui. On fait pas couler trop vite parce que ça l'oblige à déglutir. Non, c'est lui qui participe. Tu vois, donc, il y a moyen, en comprenant bien comment s'installe la satiété au sein, qu'il y a plus de chances d'être équilibré, hein. Puisque tu as une quantité de lait, puisque tu as du social, un lien social, relationnel et sensoriel. Donc, c'est la satiété répétitive, relationnelle et sensorielle. Au sein, on l'a quand même. A priori, on a de meilleures chances pour qu'elle s'installe de manière complète. Au biberon, il faut prendre quelques précautions. Hein, puisqu'il y a des moments, puisque tu sais, la frontière entre le biberon et le sein est plus si nette que ça, avec les mamans qui font du tir-allaitement. Oui, c'est ça. Et puis de temps en temps, ça arrive qu'on exprime du lait parce qu'on doit aller chez le dentiste et qu'il faut bien que le bébé le prenne. Et alors là, celle qui le garde se rend compte que le bébé qui a mémorisé le sein, il veut rien savoir du biberon. Il comprend pas ce qu'on lui veut avec ce truc. Pourquoi? Parce qu'il a mémorisé le sein. Et que la tétine, ça sent rien, donc il comprend pas pourquoi on lui rend ce truc dans la bouche, quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça la mémorisation, c'est l'anticipation. Hein. Et alors, quand en plus c'est maman qui met le biberon, alors là, complètement rien, perdu. Oui. Ah non, parce qu'elle sent bon le lait, il anticipe et il est pas content, quoi. Tu vois, voilà. J'ai des souvenirs d'un sevrage compliqué. Pour reprendre la nuit, je reprenais les nuits quand elle avait 4 mois, ma chérie intense. Et c'est son papa qui était censé lui donner les biberons. Et comme elle faisait la graisse de la faim, il me l'apportait en service. Mais là-haut, ça, j'en ai marre, j'ai envie d'aller me recoucher. Mais dans les règlements de l'hôpital, je ne suis pas sûre que ça faisait partie de la charge de travail. Et puis quand j'avais une femme en travail, c'était un peu compliqué. Bref, alors, donc ça, c'est donc, tu vois, continuité, observation des signaux. Troisièmement, mémorisation. Et ça, il faut que tous les parents le sachent avant, que le bébé soit destiné au sein, au biberon. Papa, maman, on devrait tous comprendre ça. Hein. Et alors là, la quatrième clé concerne les bébés au sein, c'est que le colostrum est un gestionnaire de réserve et pas un remplisseur de pois chiches, de cerises, d'abricots. On s'en fout de la taille de l'estomac. De toute façon, un bébé de 2,7 kg et de 4,2 kg n'ont pas la même taille. Bon, non. Hein, ça va. Alors, et puis c'est pas la taille de l'estomac qui spécifie les quantités que tu dois manger. D'accord, c'est même pas bon d'être super rempli d'ailleurs. La distension trop importante, c'est pas ça. Alors, on revient à ce bébé. Donc, à quoi on a quelles sont les deux grandes réserves que va gérer le colostrum? La première, c'est la réserve d'eau. Un bébé est un nouveau-né, c'est un organisme aquatique encore. Donc, il a plus d'eau dans ses liquides interstitiels que nous. Tu sais que toutes nos cellules qui forment nos organes ne sont pas collées les unes aux autres. Elles baignent dans un liquide nourricier qui est nourri par notre circulation artérielle et qui est drainé par les deux systèmes de retour lymphatique et veineux. Okay. Et ce bain nourricier dans lequel sont nos cellules, en fait, les échanges de nutriments, d'oxygène, de CO2, etc., se passent au niveau de la paroi cellulaire. Et un organisme aquatique, donc un nouveau-né, a plus de liquide extracellulaire que nous. Donc, le grand défi pour un nouveau-né, c'est d'ajuster son pourcentage d'eau à la vie aérienne. Et il va le faire par deux grands biais, qui est la respiration. Il inhale un air sec, il exhale un air humide. Donc déjà, un bébé qui pleure se déshydrate rapidement. Tu vois, surtout quand il pleure des heures à la pouponnière, comme c'était le cas dans les années 80. Hein, s'il pleure occasionnellement, ça fait partie de la norme. Hein, et alors par les voies cutanées aussi. Notre peau n'est pas en plastique, donc un bébé nu évapore à toute allure. Tu vois. Et non seulement il évapore son eau, mais chaque fois qu'il perd 1 millilitre d'eau, il perd des calories aussi. Vers nous, on sait bien, quand on a trop chaud, qu'est-ce qu'on fait? On relève nos manches, on se met en t-shirt, on se met en maillot de bain. On augmente notre surface d'évaporation, et si ça suffit pas, nos glandes sudoripares prennent le relais et amènent de l'eau à disposition de la peau, et là on évapore plus vite. Oui. C'est ça, on transpire et on évapore plus vite, donc on se refroidit encore plus vite. Donc c'est pour ça, quand je pense aux toilettes de bébé telles que je l'ai appris à l'école il y a 45 ans, ben franchement, il n'y avait rien pour aider un bébé à s'ajuster. Et donc il perdait du poids, mais quelque chose de dingue, parce qu'un millilitre d'eau, c'est 1 gramme, hein. C'est école primaire, quatrième primaire, quoi. On a appris ça en système métrique, quoi. Et donc, un bébé qui pleure perd du poids d'eau. Un bébé qui est tout nu perd du poids par évaporation. Et tout nu sur la balance,
bah, il hurle en plus, parce que la Mhm. balance, elle est froide. Donc, on ne devrait plus jamais voir des bébés peser sans être enveloppés. On initialise la balance à 0 avec le linge, on enveloppe le bébé, on couche sur le côté en flexion, et là, tu as le poids en 2 secondes. Même Mhm. pas. Mhm. Tu l'as tout de suite. Tandis que quand il se débat, c'est compliqué. Tu vois? Donc, ça, c'est vraiment l'évaporation et la respiration sont les deux grands. Et alors, tu peux encore augmenter. Un bébé stressé augmente sa duresse. Donc, Il il fait urine encore de plus trop. pipi. Oui. Il fait encore plus pipi, ce qui est embêtant, tu vois. Et alors, c'est ça les chutes de poids trop importantes. Mhm. C'est le bébé. Alors, on va voir que le colostrum, en fait, c'est un gestionnaire de réserve, mais son effet va être maximal si on met le bébé en continuité sensorielle transnatale, c'est-à-dire contre le corps de papa ou maman, puisque là, il va respirer calmement, un air chaud et humide. Mhm. Donc, c'est la super couveuse pour papa On ou dit hein, que maman. c'est le premier nid des bébés, c'est le corps des parents. Mais on est une espèce portée. Exact. Exactement, tu vois. Alors, que fait le colostrum par rapport à cette réserve d'eau? Il est très riche en petites protéines et en sels minéraux. Les petites protéines qui passent rapidement la barrière intestinale. Il fait quand même 10 fois plus de protéines que les maternelles, hein, sans générer de diarrhée osmotique, parce que les protéines, ça attire l'eau. Mhm. Mais comme elles sont très petites, elles s'en vont dans la circulation sanguine qui va aller disperser ces protéines-là dans les liquides interstitiels, entre les cellules. Résultat, ça retient l'eau dans l'organisme. Tu as déjà de l'eau entre les cellules un peu plus que nous. Rajoute là-dedans des protéines et des sels minéraux, ça retient l'eau. Donc Et il donc fait moins pipi et moins de perte de poids. et moins de perte de poids. Tu vois? Donc c'est extraordinaire. Le colostrum, c'est du génie biologique, quoi. Mhm. Et alors l'autre réserve du bébé, bon, ce sont ses glycogènes, ça c'est comme nous. Il a des glycogènes. Glycogène, c'est qui peut générer du glucose dans la circulation sanguine. Il en a au niveau du foie, il en a au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau, il en a plus que nous en masse relative. D'accord. Par rapport au poids de son cerveau, il en a plus que nous. Donc ça veut dire qu'il peut déjà faire du glucose avec ça. OK? Et il y a une autre réserve qui sont ses graisses périphériques. Toutes les graisses brunes. Non, Autour les graisses blanches. Les graisses blanches. Les graisses brunes vont se mobiliser s'il a froid. C'est ça. Donc un bébé qui a froid va mobiliser ses graisses brunes qui sont Au niveau le des long du gros, cou. au niveau des gros vaisseaux, etc. Oui, le long de la colonne vertébrale et sur les surrénales. Donc quand il y a un stress de froid, les surrénales donnent l'ordre de mobiliser les graisses brunes qui vont fournir des calories, qui vont le réchauffer, mais il doit aussi mobiliser des triglycérides, c'est-à-dire ces graisses blanches. Donc un bébé qui a froid consomme aussi les graisses qui sont normalement prévues pour faire des carburants cellulaires pour le cerveau. Hein. Donc si tu regardes un bébé humain et un bébé gorille, ben, un bébé humain, gorille, il a l'air tout maigre à côté. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, le bébé humain est le plus grassouillet des bébés mammifères terrestres. Regarde un petit chat, ils sont pas aussi gras que ça. Mhm. Hein, donc c'est vraiment très enrobé. Un bébé à terme, il est enrobé, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut pas, enfin, il faut pas faire de déclenchement à 38 semaines parce que ils n'ont pas d'abord, ils ont moins de coordination sur son déglutition, ils n'ont pas encore fini leur apprentissage, ils ont moins de capacité d'éveil. Tu vois, ils arrivent à 37-38 semaines, ils arrivent à rester réveillés 10-15 minutes. C'est difficile de démarrer une lactation. Oui. À terme, ils ont déjà des capacités d'éveil de 30-40 minutes, quoi. Donc c'est quand même nettement plus facile pour entrer en relation et pour l'allaiter, tu vois. Donc je reviens au colostrum. Par rapport à ces graisses, les graisses c'est bien comme réserve, mais il faut pouvoir les mobiliser. Hein. Eh bien, pour mobiliser nos graisses de réserve, il faut que notre insuline soit basse et stable. Hein, alors, dans ma génération, c'était Montignac qui avait expliqué ça, les régimes Montignac. Oui. Je ne sais pas si tu te Oui, souviens oui, de ça. Hein, et dans la génération actuelle, c'est le glucose révolution. On explique comment lisser la courbe de glucose. Enfin, bon, bref, ne pas stimuler l'insuline. Eh bien, le colostrum contient moins de la moitié de lactose que du lait maternel mature. Et le lactose est un disaccharide, donc ça stimule pas trop le pancréas. Si l'insuline reste basse, le pancréas fait l'insuline. Hein, si l'insuline reste basse, on peut mobiliser les réserves. Le bébé peut mobiliser ses réserves. Et donc, tu vois, donc, quand il va mobiliser ses corps gras, donc ses graisses périphériques, ses graisses blanches, il va pouvoir en faire des corps cétoniques, qui sont un super carburant cérébral. Et les cellules du cerveau du nouveau-né ont 40 fois plus d'affinité pour les corps cétoniques que les nôtres. Et ça échappe à la glycémie, hein. Il n'y a personne qui les voit. Hein. Et faire des dosages de corps cétoniques, il paraît que c'est trop compliqué. Oui, donc tu vois parfois des bébés qui se font très très bien, qui sont réveillés, mais qui ont une glycémie dans les chaussettes. Mais en fait, ils vont très bien. Ça, c'est ceux qui mobilisent leur... Et qui n'ont pas de gaspillage. Parce que ce truc-là qui est génial, c'était prévu pour notre physiologie préhistorique, c'est-à-dire bébé collé sur maman. Oui, c'est ça. Pas pour brailler sa vie en pouponnière pendant des heures. Ou même dans son petit berceau, dans le petit cote à côté pour qu'il soit tranquille. Pour qu'il soit tranquille, c'est ça. Ni à subir des grandes toilettes récurage recto-verso avec posé tout nu où il ouvre pendant une demi-heure.
Tu vois, tous ces gestes-là qui sont de la périculture d'orphelinat ne sont pas du tout en phase avec la physiologie du bébé sapiens, ni avec la physiologie d'un bébé prématuré, hein, c'est tout. Hein, Oui, tout à tu fait. vois, hein, donc, donc, je répète, colostrum, gestionnaire de réserve, retenir l'eau dans l'organisme et permettre la mobilisation des graisses périphériques. Et avec ça, le bébé est suffisamment hydraté, même si le colostrum apporte peu de liquide, hein, et a suffisamment d'énergie pour se réveiller, même si le colostrum est en petite quantité. Et on n'a plus besoin de la taille de l'estomac. Youpi! Ni de se dire qu'il faut Voilà. des grosses quantités, en fait. Non, Donc ça, c'est mais vraiment... regarde, quand un bébé aura ajusté son pourcentage d'eau en 8 jours, hein, la montée de lait s'est installée. Le lait maternel, c'est 87% d'eau. Quand il reçoit en moyenne 800 millilitres de lait maternel par jour, eh bien, tu as 696 millilitres d'eau dans ce lait maternel. Pourquoi? Parce que là, il a besoin d'être hydraté. Alors que quand il est plein d'eau, il a besoin de retenir son eau dans l'organisme. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, l'ajustement. Le liquide que le bébé reçoit correspond à sa physiologie ce jour-là. Donc, je répète, continuité sensorielle transnatale, observation des signaux, réponse rapide aux signaux, mémorisation du bébé, capacité de mémorisation, donc d'anticipation et de participation. Quatrièmement, le bébé a des réserves, surtout s'il est né à terme et en bonne santé, et qu'on ne les gaspille pas. Donc il y a deux aspects aux réserves, le non-gaspillage, les précautions à prendre dans l'adaptation néonatale, et le colostrum. Les deux vont se compléter. Alors, le non-gaspillage concerne les parents, c'est peau à peau, ou bébé dans les bras, très proche, pas trop loin, etc. Et du côté des soignants, c'est revoir nos routines hospitalières. Je vois qu'il y a quand même une attention qui est faite au bébé, donc on est sur la bonne voie, mais c'est pas encore terminé. Parce que tu vois, quand il y a encore des bébés de petit poids, par exemple, eh bien, on continue à dire réveillez-le toutes les 3 heures pour le mettre au sein. Hein, alors que dans d'autres hôpitaux ou d'autres équipes, je vois qu'il y a déjà cette prise de conscience, on va exprimer du colostrum, on va le mettre dans la bouche. On va préserver un maximum ses dépenses. Vraiment la préservation des dépenses du bébé. Quoi. Préserver ses réserves sont là pour attendre une montée de lait qui est tardive dans notre espèce. Parce que c'est très important que le bébé reçoive du colostrum, vu que notre espèce est originaire de la bande tropicale de la planète, il faut protéger ses muqueuses digestives. Hein. Tu vois, donc aller mettre plein d'IGA dans ses muqueuses digestives et bien démarrer son système immunitaire, hein, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est très récent comme connaissance. C'est les années 2020 et plus que j'ai vu j'ai fait toute une fouille pour écrire mon deuxième bouquin là-dessus. C'est que sur le plan immunitaire, dans le dernier mois de grossesse, donc à partir de 36 semaines, non seulement le bébé fait ses réserves, il en a un maximum à 40 semaines, donc autant pas déclencher avant, mais également les canaux galactophores de la mère se gorgent de bactéries qui viennent de ses intestins. Donc le microbiote intestinal de la mère est transporté par voie sanguine, donc déjà notre sang n'est pas stérile, pour aller dans ces canaux galactophores. Et les bébés qui font leur première tétée et tout ça reçoivent un copier-coller du microbiote maternel. Waouh! Ouais. Et c'est ça quand même l'étude japonaise d'Aoyama, donc que je cite dans mon bouquin, sur 72 000 diades mère-bébé, ont remarqué que des mères qui mangent des aliments lactofermentés au moins 2 par jour pendant toute leur grossesse ont des bébés qui dorment mieux, donc moins de problèmes digestifs, à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an et 3 ans. Waouh! Ouais. Le pouvoir du lait maternel et de l'ajustement du corps des femmes pour le bébé. Oui, c'est et impressionnant. de l'importance d'un bon microbiote intestinal, parce qu'on revient beaucoup là-dessus. Hein. C'est mieux en mieux connu quand même, hein, tu vois, voilà. Alors, donc ça, c'était la quatrième clé. Alors, une fois qu'on comprend que le bébé a des réserves, on comprend que les éveils sont spontanés. Un fœtus a déjà des cycles de sommeil très tôt, sommeil indifférencié, puis sommeil agité, puis sommeil calme. Et puis après, vers 36 semaines, on voit les premières phases d'éveil qui vont s'allonger au fur et à mesure qu'on se rapproche des 40 semaines d'aménorrhée. Tu vois, donc autant qu'il naisse à terme, ils ont. Donc pourquoi est-ce qu'un bébé se réveille? Parce que il a des cycles. Donc parce qu'il a fini de dormir. Donc, déjà dans le ventre de la mère. Oui, hein. c'est ça, voilà. Et les cycles qu'il a dans le ventre vont être les cycles qu'il aura quand il sera né. Exactement. Ça va pas changer. Enfin, à part les tout premiers jours où il s'adapte, où il se remet de la naissance aussi. Oui, c'est ça. Il se repose de sa naissance. C'est la période de récupération postnatale. Mais après, si habituellement il est réveillé de 22h à minuit, il sera réveillé de 22h à minuit. Oui, c'est ça exactement. Parce qu'il a, donc les éveils, la capacité d'éveil, est le reflet de la maturité neurologique. On en a plus à 40 semaines qu'à 36. Et
du niveau énergétique. Donc un bébé a besoin d'énergie et de maturité pour pouvoir naître. Donc en fait, tout le monde croit que le bébé qui se réveille parce qu'il a faim, parce qu'il manque, parce qu'il souffre, etc. Il faut complètement changer. Un bébé se réveille parce qu'il a assez dormi, assez d'énergie disponible et assez de maturité neurologique. C'est ça. Tu vois? Et les éveils sont une opportunité pour le nourrir de relations et de lait. Donc voilà, c'est opportunité. Donc finalement, oui, ben, ça revient au même qu'on dit, oui, mais le stress en moins. Oui, c'est ça. Parce que s'il se réveille parce qu'il a faim, il faut que j'ai assez. Tandis qu'il se réveille, c'est parce qu'il est compétent, parce qu'il monte, parce qu'il est actif. Je répète comme un refrain. Ouais. Continuité, signaux observés, signaux de compétence du bébé à montrer qu'il est prêt à téter. Troisièmement, mémorisation, compétence du bébé à anticiper et à participer à ce qui se passe. Quatrièmement, les réserves. Donc s'il se réveille, c'est qu'il va bien. D'accord? C'est pas obligé qu'il pleure. Oui. Maintenant, il y a des bébés allergiques et tout ça. Mais ça, Oui, ça c'est autre chose. Cinquièmement, les éveils sont spontanés, reflètent de l'énergie disponible et de la maturité. Et sixièmement, les rythmes particuliers des premiers jours de vie, où là, la période, comme tu viens d'en parler, la période de vigilance postnatale immédiate a été très bien décrite, la récupération postnatale aussi. Et alors là où je vois que tout le monde capote et tout le monde dérape, c'est les 2 nuits où le bébé est particulièrement agité. Oui. Tu vois? Et ça, c'est prévu pour que le bébé tète très souvent le sein, parce qu'on a un sein où il y a 30 à 100 000 alvéoles qui commencent à se gonfler de colostrum et puis de lait de transition et puis de lait, dans un sein qui est en surperfusion artérielle, n'oublie pas, redirection de l'hypervolémie gravidique résiduelle vers les seins. Ouais. Donc on a un sein qui est en surcharge artérielle. Et il faut absolument que le bébé évite les alvéoles au fur et à mesure que ça se fait, sinon la maman va faire un engorgement. Ce qu'on observait très bien dans les années 80, quand on prenait les bébés la nuit. Les femmes avaient des seins énormes et on appelait ça une bonne montée de lait, mais c'était une cata en fait. C'était horrible, c'était très souffrant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette nuit-là? Le bébé sort de sa récupération postnatale où là, il ne réclame pas grand-chose parce qu'il récupère de sa naissance. Et puis là, il arrive avec toute sa vigilance et tout. Et il y a quelque chose dans sa continuité sensorielle, il y a quelque chose qu'il ne retrouve pas, c'est la déglutition rapide. Et c'est sensoriel comme frustration. Parce que si un bébé fait une Java pareille, il a l'énergie. C'est bien la preuve qu'il a l'énergie. Oui, exact. D'accord? Donc, il manque de rien. La preuve même qu'il est excité comme une puce, c'est qu'il va bien. Mais tout le monde interprète ça avec les anciennes croyances. Mais c'est un son mou, j'ai pas de lait. Mon bébé pleure, il a faim. Et on va lui donner un biberon et il va le tuter. Et donc on va se dire que voilà, on n'a pas encore de lait, on est des... C'est ça. Pourquoi il accepte le biberon? Clé numéro 3, il n'a pas encore mémorisé le sein. Clé numéro 1, il retrouve le débit. Il est très content. Tu vois? Mais du point de vue des adultes, il crevait de faim puisqu'il accepte le biberon. Alors qu'il faut repartir du bébé neurologique, relationnel, sensoriel pour comprendre ce qui se passe. D'abord pour comprendre sa frustration devant les petites quantités de colostrum qu'il a. Et comme il est frustré, il monte le sein tout le temps. Au résultat des courses, il n'y a pas d'engorgement. On a une montée de lait qui se passe. Et il semble même que ça soit une période où le nombre de récepteurs à prolactine puisse augmenter. S'il fait des petites tétées très courtes. Mais les mamans croient que c'est ça l'allaitement à la demande. Catastrophe, quelle horreur. Il faut lui donner de bonnes habitudes, blablabla, tu vois. Et alors, elle voit bien que si jamais on donne un biberon, ce qui est encore donné beaucoup trop souvent, le fait qu'il le flûte, ça vient. Et alors, tu sais, toutes ces croyances-là, il a perdu du poids, donc il est au régime carotte vapeur, le colostrum, c'est 3 fois rien. Oui, mais le colostrum est juste assez pour remplir son estomac qui est la taille d'une cerise. Ben, vraiment, elle voit bien que le bébé est frustré. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre la frustration sensorielle qui l'amène à téter très souvent, ce qui est très bien, c'est ce dont on a besoin à ce moment-là, et par exemple, un bébé qui serait en manque sur le plan métabolique, comme les bébés de petits pois qu'on a gaspillés avec des toilettes pas de sens pour ses besoins d'hygiène à ce moment-là, qui ont gaspillé une énergie folle à hurler sur une balance, où on a fait des tests, je sais pas, des glycémies, mais sans protocole antidouleur, des bébés stressés chroniquement, et qui là ne se réveillent plus. Il se réveille pas, c'est qu'il a pas faim. Attends, c'est ça le piège. Oui. Tu vois? On trouve que c'est des bébés sages et très chouettes, les bébés qui dorment, alors que s'ils dorment autant, c'est peut-être pas normal. Et tu vois, quand les parents connaissent ces cycles-là, je l'ai vu avec les mamans que j'ai préparées chez mes proches et tout ça, ils disent « Oh, regarde, elle commence sa période agitée. Elle va bien. Chouette, c'est la montée de lait. » Ça change toute l'attitude de la maman. Tu vois, c'est plus du tout pareil. Exact. Voilà. Alors, la 7e clé, c'est l'évolution des bébés au cours de la première année, dans ses rythmes et tout ça, et dans sa demande, mais ça
On Ben n'a pas ça, le il temps faut de voir lire ton ici. livre. Voilà, il faut lire le livre, Le défi du 4e Le trimestre. défi du 4e trimestre, je Oui, mettrai en lien dans la description de l'épisode voilà, où est-ce qu'on voilà. peut acheter justement ton bouquin. Ouais, ouais, ouais. Et être dans l'attente de ce troisième qui serait du coup sur les familles. Oui, c'est ça, qui va s'appeler Sortir du 4e trimestre de la grossesse, point d'interrogation. Parce que je vois que autant ma grand-mère était dans le dogme du dressage précoce, autant je vois parfois des parents maintenant qui font de maternage proximal une forme d'idéologie dont ils ne savent pas trop bien comment sortir. Or, les besoins du bébé vont évoluer, ses capacités de mémorisation et d'autorégulation vont évoluer. Tu sais, ça va arriver parfois qu'on ne puisse pas lui répondre tout de suite. Mhm. Il va être très surpris, mais on va lui dire, mais tu vois mon petit loup, j'arrive. Hein, ou je t'ai entendu, j'arrive, juste lui donner une parole. Le bébé a surtout besoin d'être en lien. Si la réponse n'est pas immédiate, il peut s'arranger si on lui répond quelque chose. Je suis sous la douche, j'arrive, mon petit cœur. Exact. Hein, tu vois, et alors il voit une maman qui est parce que tu sais, les premières fois qu'on ne peut pas répondre tout de suite, ça va nous prendre au dépourvu. Parce que le quotidien va nous rattraper. Ah, il a bien mangé, là, je crois il est bon pour 1 heure, j'ai le temps d'aller me laver les cheveux, ça fait 3 semaines que j'entends ça. C'est quand on vient d'accoucher, on fait ce qu'on peut pour nos propres besoins. Exact. Hein, et alors, bon, ben voilà, on a la tête pleine de shampoing et il appelle, quoi. Imagine maintenant la maman qui est, il faut absolument répondre tout de suite parce que je fais du maternage proximal, si mon bébé pleure, il va abîmer son cerveau, enfin, tu sais, parfois les peurs, là. Oui, tout à fait. Hein, et alors, elle s'essuie, elle arrive à moitié mouillée, mon pauvre chéri, excuse-moi. Comment le bébé va coder cette séquence? C'est une catastrophe ce qui m'arrive. Alors que si elle répond tout de suite, je t'ai entendu, j'arrive, même s'il continue à pleurer. Oui, je sais que tu m'attends, je sais que tu m'attends. Elle s'habille, elle y va. Oui, tu as été surpris parce que je suis pas venue tout de suite. Hein. C'est difficile ça, mon petit cœur. Ben oui, ça arrivera encore, mais tu vois, je suis là pour toi. Et elle reste ancrée. Elle reste ancrée dans son assurance parentale. Je dis pas qu'on réussit du premier coup. Hein. Et que le petit cœur de maman n'a pas du mal. Le petit cœur de maman, oui, c'est ça. Mais c'est rendre ce service-là à nos bébés, qui sentent qu'il est en lien. C'est ça le principal. Tu sais que la première fois, moi, que j'ai vu ça, j'appelle ça les séquences avec délai, parce que c'est une séquence d'événements pour le bébé, où il y a un petit délai entre sa demande, une réponse immédiate, mais pas complète. C'est une séquence avec délai. La première fois que je l'ai observé, c'était quand je travaillais en néonatologie. Tu sais, au début, là, j'en avais 2 à m'occuper le matin. Je terminais avec un, il y a l'autre qui pleure. Je terminais avec le premier, j'arrivais en vitesse à l'autre. Ben, j'en avais 2 qui pleuraient avec toutes les constantes. C'est une monitoring qui sonnait partout. Puis une collègue est venue, elle m'a dit, écoute, non, fais pas comme ça. Je vais te montrer. Elle le fait avec moi. Et puis, il s'appelait Romain, le petit dans l'autre. Le petit, je m'en souviendrai toujours. Et elle dit, Romain, on t'a entendu, on arrive. Et Romain se calme. Parce qu'il sait qu'on va venir. Et c'est un prématuré. Ouais. Bon, alors si un prématuré peut y arriver, un bébé à terme aussi. Exact. Tu vois. Mais l'important pour un bébé, c'est de sentir qu'il y a un lien. Donc si on ne peut pas répondre tout de suite, on dit « je t'ai entendu, j'arrive ». Et d'ailleurs qu'il n'ait pas la sensation qu'il est vraiment tout seul. Qu'il est vraiment tout seul. C'est ça qui est au moins cette parole-là. Hein. Et puis que quand on arrive, on met les mains, on apaise, oui. Parce que la première fois, il va pleurer, c'est sûr. Parce qu'il ne s'attend pas à ce qu'on ait une réponse différée comme ça. Mais moi, je l'explique vers 2-3 semaines au moment parce que le quotidien va nous rattraper et que les premières séquences avec délai, on va les improviser parce qu'elles vont nous prendre au dépourvu. Tu sais, tu es sur l'autoroute, là, tu peux t'arrêter pour allaiter, tu sais que ça peut être dangereux. Exact. Hein, et moi, je me souviens, j'étais sur l'autoroute, là, et je lui ai dit, elle pleurait, hein, je lui ai dit, je t'ai entendu, je sais que tu veux téter, mais ici, je ne peux pas m'arrêter. Hein, et j'ai vu, au premier parking, je m'arrête. Voilà. Au moins, il y avait une parole qui était adressée à elle, tu sais, avec le prénom et tout. Bon, 2 minutes après, elle repleure. Oui, je sais, tu as vraiment envie d'aller au sein. Je sais que tu as faim, ma chérie, ma petit loulou. Je sais, mais c'est pas encore prêt, mais ça va venir, ça va venir. Hop, je me pars. Voilà. Tu vois, on y arrive. On y arrive. Tu vois, c'était vraiment... Donc, moi, c'était ma 3e aussi. J'avais un peu plus d'assurance parentale. Parce que l'histoire du shampoing sur les cheveux, c'était mon premier. Je me souviens, je pleurais autant que lui. Parce que le temps de comprendre que c'était pas comme ça qu'on faisait, tu vois. Et en fait, c'est l'histoire de Romain, c'est quand j'attendais ma 3e, que j'ai vu ma collègue qui a dit « Romain, on t'a entendu, on arrive, mon petit cœur. » On arrive. Et j'ai vu, non. Voilà, ils y arrivent, tu vois. Ils y arrivent tout doucement. Pas tout de suite, mais ils y arrivent. Comme je dis toujours, c'est le lien qui est important. Vous pouvez pas répondre tout de suite, créer un lien, ne fût-ce que par la voix. Parce que votre voix, il connaît. Tu vois, ou mettez une main dessus. Hein, on est dans l'auto. Enfin, maintenant, on ne peut plus parce qu'ils sont à l'envers dans leur siège auto, mais dans mon temps, ils étaient dans le sens de la marche. Hein, tenir le petit pied,
bon, c'est pas prudent non plus, mais au moins un petit peu, dans une ligne droite là. Je t'ai entendu, tu sais, tapoter le petit pied de main sur le volant. Voilà. Bah, nous, ça nous est arrivé avec mon mari qui conduisait, moi qui Ouais, étais sur le côté passager. Enfin, ouais, c'est ça. et je mettais une main sur le bébé pour dire Voilà. on va bientôt s'arrêter, On va bientôt effectivement, s'arrêter, effectivement. voilà. Une parole, un toucher, mais qui est une réponse partielle, assurée du parent. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive alors à l'allaitement à l'amiable, hein, Mhm. puisque de temps en temps, il y aura un délai voulu par le parent, parce que tu es dans le bain, parce qu'on est en train d'attendre les grands à la sortie d'école, parce que je suis aux caisses Au au supermarché. Spar, voilà, hein, au Spar, oui, au Carrefour ou au métro. Voilà, je vais donner les 3 noms dans les 3 pays. Pour la Suisse, désolé, j'ai pas les noms des grandes marques. Non, enfin bref. Donc tu vois, ça c'est les séquences avec délai, ça va arriver, quoi. Ça va arriver. C'est important pour sortir aussi de ce 4e trimestre, parce que bon, il y a des parents qui sont dans ce dogme du maternage avec des réponses et qu'elles trouvent que dès que le bébé pleure, c'est une catastrophe. Non, attends. Et puis aussi également d'observer certains bébés qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à s'autoréguler. Ils ont un corps qui est en tension, ils ont parfois un système psychique qui est en tension, avec beaucoup d'émotions au cours de la naissance ou au cours de leur vie familiale. Tu sais, c'est pas parce qu'on a un bébé que la vie continue pas et qu'il y a des couvages de la vie. Hein. Exact. Donc il y a des parents qui traversent des épreuves terribles alors qu'ils ont leur bébé qui est là tout jeune, et le bébé il se sent, ben oui, mais le bébé il est trop jeune pour comprendre. Non, non, explique-lui ce qui se passe parce que lui, il est perdu dans ce qui arrive, quoi, tu vois. Clairement. Donc c'est ça peut être des tensions musculo-squelettiques, des restrictions maxillofaciales. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent empêcher un bébé d'évoluer. Et ça sera. Bon, 3e bouquin. Quand ça n'évolue pas à notre goût, où est-ce que ça coince Chez le parent, chez le bébé, chez les deux, dans la société, dans les routines, avec les autres enfants. Enfin bref, il y a tellement de choses à regarder. En Voilà. tout cas, un tout grand merci parce que c'était du coup une conversation passionnante, Ah, merci. comme toujours. Oui. Et puis, bah, je pense que voilà, je mettrai bien en lien dans la description pour les 2 livres que tu as déjà écrits Oui. et pour que Oui. les gens puissent retrouver les informations. Oui. Et puis, bah, peut-être de suivre aussi ce que tu proposes parce que, bah, voilà, là, tu es en Belgique ces derniers jours parce que tu vas faire quelques formations, rencontres, etc. Oui. Et donc, de Oui. suivre peut-être ton actualité parce que, bah, si jamais ils ont envie Oui. de t'avoir en direct, de pouvoir assister à une conférence, etc. Oui. Ben, Ben écoute, il peuvent le reste des faire. places dans la formation postpartum avec l'AFA. Ah, voilà. Voilà, donc là, c'est en présentiel. Ça fait des plombs que j'ai plus fait du présentiel. Enfin, j'ai déjà fait une pré-conférence en présentiel, j'adore. Hein. Zoom, c'est bien. J'aime bien le présentiel. Il va y avoir la conférence à Liège le 1er avril. Il va y avoir, justement sur les 7 clés, mais là avec des diapos en plus. Il va y avoir la journée, une petite journée de formation avec le PCFB, hein, l'Union professionnelle des sages-femmes belges, oh là là, à Ersal, donc à leur siège social, sur l'instinct maternel. J'ai toute une réflexion, mais là aussi avec des réflexions, des travaux de groupe. Enfin, on va réfléchir à la notion d'instinct maternel. Il y a beaucoup de formations réservées, hein, parce que c'est dans des cursus de soins, donc là je peux pas en faire. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais déjà, suivre du coup tes actualités parce que tu vas Oui, partager où est-ce sur que ça. Facebook et Là, sur on mon est site. là, c'est sûr que si on écoute maintenant, ben il y a des choses qui vont se passer là dans les prochains jours. Oui, oui, c'est Mais ça. si les gens découvrent cet épisode à distance, ben en Oui, fait voilà. qu'ils aillent voir ton Oui. site internet, Oui. ton profil Facebook pour trouver les Oui, oui. informations. C'est ça. Super. Un grand merci. Merci, Mélissa. Si d'ici là, vous avez envie justement de rencontrer Ingrid et que vous écoutez pile le podcast au moment où il sort et que vous habitez en Belgique, je vous invite vraiment à aller regarder son site internet, son profil Facebook pour aller voir où est-ce qu'elle est dans les prochains jours, parce que c'est l'occasion justement de la voir. Ça faisait 6 ans qu'elle n'était pas venue en Belgique, autant vous dire que ça vaut le coup. Et alors si vous avez envie de nous rencontrer avec les sages-femmes de la maison de naissance de la bulle, eh bien sachez que la 4e édition du salon Naître et grandir en douceur aura lieu les 17, 18 et 19 avril prochains à Senef, et on commence justement le week-end avec une rencontre ciné-débat autour du thème Mon corps, mon choix, et on va projeter le film Echo en présence de sa réalisatrice Chloé Debon qui sera là sur place, et il y aura aussi des ateliers, des rencontres, etc. Bref, ça s'annonce vraiment comme une édition qui va être incroyable, qui va être toujours aussi ancrée, aussi humaine comme les labules. Bref, ça s'annonce important de venir si tu as envie de venir à cette rencontre ciné-débat.
eh ben, je te mets le lien dans la description de l'épisode pour réserver ta place. En attendant, je vous le rappelle, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos bébés, surtout de vous rappeler que en fait, vous n'êtes pas seul et que on n'est pas fait pour gérer ça tout seul. Ingrid l'a encore rappelé dans cet épisode de podcast. Donc on se donne rendez-vous lundi et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.